Tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Donc les éditions Alia, Brice, viennent de publier un micro-livre, 47 pages, bilingue, franco-allemand. C'est un article paru il y a presque 100 ans, mais il est intéressant, forcément intéressant, puisqu'il est signé Stefan Zweig. Oui, titré L'uniformisation du monde, il a été publié dans le Berliner Börsenkurrier en 1925. On y trouve l'écho des inquiétudes que partageaient nombre d'intellectuels européens conservateurs de l'entre-deux-guerres. Les cultures nationales européennes, autrefois si particulières, sont en train d'être éradiquées par une vague venue des États-Unis, s'inquiétait déjà le grand écrivain autrichien. Porté par les nouveaux moyens de communication qu'étaient alors la radio et le cinéma, cette vague apporte, écrivait-il, des productions de mauvaise qualité. Exigeant peu d'efforts intellectuels, elles plaisent aux masses. Portée par la logique des modes, elles changent à une vitesse stupéfiante. Et Zweig de déplorer, comme Ortega y Gasset à la même époque, que le mauvais goût des masses contraigne l'élite du bon goût à une forme de résistance culturelle par abstention volontaire, refus de participer. Il faut se souvenir que parmi les créateurs et intellectuels juifs, contraints d'émigrer aux États-Unis à l'époque nazie, certains se sont aisément intégrés à la culture américaine, si différente de la leur. Chez les cinéastes Joseph Mankiewicz, Otto Preminger, Billy Wilder, le délicieux compositeur autrichien Erich Wolfgang Korngold se reconvertit aisément dans la musique de film, et même certains compositeurs d'avant-garde, tels Hans Eisler ou Kurt Weill, ont connu de succès aux États-Unis en s'adaptant tout simplement au goût de masse américain, le premier à Hollywood, le second à Broadway. Mais Theodor Adorno, théoricien de l'avant-garde musicale viennoise, exilé à Los Angeles, demeurait lui résolument hostile à une culture de masse mondialisée qu'il analysait comme une forme d'aliénation et d'abêtissement par les industries du divertissement. Même son cloche donc chez Zweig en 1925, je le cite, « L'ennui américain, écrit-il, est instable, nerveux, agressif, on s'y surmène dans une excitation fiévreuse et on cherche à s'étourdir dans le sport et les sensations. » Mais voilà qu'à un siècle de distance, ces questions sont redevenues d'actualité. La pandémie, qui dure depuis 1 an maintenant, est en train de provoquer une fermeture des nations sur elles-mêmes. Certains économistes prédisaient depuis plusieurs années déjà un recul de la mondialisation commerciale sous le coup des tensions internationales. Alors qu'en sera-t-il, Brice, de la globalisation culturelle lorsque nous serons enfin sortis de cette crise sanitaire? On le voit, les questions posées par Stefan Zweig méritent d'être réexaminées. Oui, la mondialisation culturelle avait progressé avant le Covid-19. Internet et la généralisation des voyages en avion nous avaient sérieusement rapprochés du fameux village global prédit par Marshall McLuhan dans les années 60. À son époque, c'était la télévision qui apparaissait comme le facteur décisif de la globalisation culturelle. 600 millions de téléspectateurs, soit 20% de la population mondiale de l'époque, avaient assisté à l'alunissage de Aldrin et Armstrong lors de la mission Apollo 11 en 1969. La diffusion d'une contre-culture générationnelle gravitant autour de la musique pop contribuait aussi à américaniser les baby-boomers dans une grande partie du monde. Ces principaux pôles de créativité avaient rapidement basculé de l'Angleterre vers les États-Unis, vers New York, San Francisco, Los Angeles. La chute de l'Empire soviétique a accéléré le processus dans les années 90 en mettant fin à la bipolarisation de la planète. Alors que l'anglais devenait la lingua franca internationale, on a pu craindre en effet l'ennui d'une monoculture américaine planétaire. D'autant que cette culture américaine, à travers le cinéma, le jazz, la littérature, le design, la danse, faisait preuve à l'époque et depuis plusieurs décennies d'une créativité tout à fait remarquable. L'Amérique colonisait les imaginaires du monde entier. Et le symbole le plus éclatant fut l'extension des chaînes de restauration américaines telles que McDonald's ou Starbucks, tandis que des parcs d'attractions Disney diffusaient la culture populaire américaine et que CNN contribuait à généraliser un point de vue américain sur le monde et MTV a popularisé la pop américaine. En 2004, la revue Foreign Policy annonçait la création d'un Cultural Globalization Index destiné à mesurer cette mondialisation culturelle et ses avancées. Il ne fait guère de doute que cette période est close. Et d'abord parce que la culture américaine donne des signes évidents d'épuisement.
Où sont les Scott Fitzgerald, les Duke Ellington, les Martha Graham, les Francis Ford Coppola, les Tom Wolfe ou les Bob Dylan du XXIe siècle? Ensuite, parce que cette culture rencontre une résistance de plus en plus forte. Deux grands esprits en avaient pressenti très tôt les limites. Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, avait prédit que l'occidentalisation du monde allait provoquer une réaction défensive des civilisations menacées d'homogénéisation culturelle. Et sur une ligne très voisine, mais à gauche, Benjamin Barber, dans Djihad versus Macworld, expliquait pourquoi les cultures traditionnelles agressées par un modèle unique de modernisation se révoltaient contre l'américanisation du monde. Eh bien, ce sont des idées qui redeviennent d'actualité alors que les avions sont partout cloués au sol. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain, cher Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.